D'ailleurs, je pense que, ayant vécu à New York après le 11 septembre, j'avais remarqué que les Américains avaient du mal à commémorer ce 11 septembre, notamment ce trou béant qui existait au milieu de leur ville. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, les États-Unis commémorent aujourd'hui le triste anniversaire du 11 septembre 2001. Dans quelle mesure, Régis, ces attentats du 11 septembre ont-ils redéfini les rapports de force entre les États-Unis et le reste du monde? Euh, c'est une excellente question, excellente parce que elle nous ramène à l'unicité des attentats du 11 septembre. C'est-à-dire que euh, l'horreur humaine s'étale partout, tous les jours sur la planète. Des attentats, on en connaît depuis la nuit des temps presque. Des attentats suicides aussi surtout, qui avaient été, je crois, inaugurés par un mouvement de libération tamoul au Sri Lanka. C'est le premier attentat suicide. Ensuite, les Palestiniens en ont fait beaucoup. Enfin bref, euh, on est habitué à l'attentat suicide. Mais l'ampleur et l'envergure, et surtout le mode utilisé pour commettre ces attentats, avec, in fine, la disparition de deux tours au cœur de New York, je crois que ça reste quelque chose d'unique. Et effectivement, ça peut, et ça a pu longtemps, et on va voir que ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais ça a pu longtemps servir de charnière, on va dire, dans l'histoire américaine. Histoire où, pour la première fois, on va dire, une date était ancrée. Les Américains étant le pays du devenir permanent, de l'éternel présent, la nation jeune, tout à coup, il y avait une date qui jalonnait son histoire. Et d'ailleurs, je pense que, ayant vécu à New York après le 11 septembre, j'avais remarqué que les Américains avaient du mal à commémorer ce 11 septembre, notamment ce trou béant qui existait au milieu de leur ville. Ils ne savaient pas trop comment venir se recueillir. Alors, ils avaient conservé des petites images des pompiers décédés dans les tours ou de certaines personnes mortes dans les tours. Et pour commémorer, donc, ils mettaient des fleurs autour de ces images. Ils tournaient le dos à ce trou béant qui, pendant presque 10 ans, est resté sans être reconstruit, pour ensuite regarder, et tout autour, donc dans les rues autour de l'ancien quartier du 11 septembre, eh bien, il y avait ces petits ex-voto, et ces petites photos, images qui rappelaient ceux qui étaient morts, disparus quand les tours se sont écroulées ou dans les avions. Et donc, là où ça a provoqué une bascule, on va dire, géostratégique, c'est quand l'Amérique a décidé de répondre. Euh, Au deuxième jour de l'attentat, George Bush est arrivé dans les ruines avec les pompiers qui recherchaient encore des corps. Euh, et à un moment, un des pompiers lui a dit oui, il faut que vous fassiez quelque chose contre les bastards qui ont fait ça. Et George Bush n'a pas repris le terme bastards, mais il a pris un hygiaphone. Au début, il a répondu comme ça et personne n'a compris. Enfin, on dit, on peut pas, Monsieur le Président, on vous entend pas. Et il a pris un hygiaphone et là, il a eu cette phrase où il a dit, je vais m'assurer que ceux qui ont fait ça entendent ma voix. Voilà. Et là, c'était le signal donné, en fait, et c'est resté comme une phrase dans la postérité, que l'Amérique allait changer de visage, que l'Amérique allait, comment dire, chercher les coupables. Là, George Bush encore intervient en expliquant que dans l'Ouest, il y a cette vieille image avec Wanted, Dead or Alive, donc recherché mort ou vif, et que, évidemment, il allait faire subir ce sort, quoi qu'il en coûte, à Ben Laden et à ceux qui avaient conçu le 11 septembre. Et là, l'Amérique va se lancer, et c'est pour ça, je pense que, pour répondre à votre question, il reste dans cette réponse au 11 septembre et dans ce 11 septembre lui-même, euh, un positionnement particulier de l'Amérique par rapport au reste du monde, parce que l'Amérique a sommé ses alliés et a sommé le monde entier
de se positionner avec elle ou contre elle. Et elle a mené cette croisade, on va dire, contre l'islamisme radical, qui est resté, qui a toujours encore des ramifications et qui a redéfini une bonne partie du Moyen-Orient quand on y réfléchit, avec l'invasion en Irak ensuite, l'invasion en Afghanistan la première, Irak, ensuite Syrie, Libye, etc. Tout ça, ce sont des soubresauts qui n'auraient jamais existé, en tout cas s'il n'y avait pas eu le 11 septembre. Justement, Régis, comment cet événement a-t-il modifié la politique étrangère américaine, notamment en matière d'interventionnisme? Alors, ça a été, disons que c'est comme avec les États-Unis, je le disais déjà ce matin dans une autre intervention, qu'avec les États-Unis, les choses peuvent aller de façon extrême à gauche comme à droite, que une riposte américaine, une frappe américaine peut être très intense. Et ce qui a provoqué le 11 septembre, c'est le déploiement des États-Unis dans le reste du monde, dans ce qu'on a appelé des forever wars, c'est-à-dire des guerres sans fin. Et à force que ces guerres soient sans fin, aux États-Unis, on a fini par se poser la question de leur pertinence, de est-ce que finalement, en continuant à être présent dans des pays comme l'Afghanistan, comme l'Irak, en particulier ces deux-là, les États-Unis étaient présents dans d'autres pays, mais surtout ces deux-là, eh bien, est-ce que finalement, ça servait la politique et l'intérêt des États-Unis? Et beaucoup ont fini par penser que non, en particulier Donald Trump, mais d'autres aussi, chez les républicains en particulier, se sont dit on ne peut pas continuer à faire la police du monde, on n'est plus les gendarmes de la planète comme on l'a été, et le fait qu'on le soit, finalement, eh bien, ça suscite des mécontentements parce que ça détruit notre image, on perd de l'argent. Je me souviens d'une phrase que je cite assez souvent, mais qui est très révélatrice de Donald Trump avant son élection, qui disait « On a dépensé 9 000 milliards de dollars à bombarder comme des malades le Moyen-Orient. On a semé la mort sur notre passage, y compris celle des nôtres. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Rien. » Rien que cette phrase, on comprend l'état d'esprit de Donald Trump quand il s'agit de déployer des troupes, quand il s'agit d'intervenir. On sait que Donald Trump parfois est tenté d'intervenir, mais il a on va dire, ce précepte de paix, ou en tout cas de non-intervention des États-Unis, pour ne pas poursuivre les guerres de ses prédécesseurs, ces guerres open-ended commitment, c'est-à-dire sur lesquelles on s'engage jusqu'à pas de limite en fait. Et donc cette ère-là, elle est terminée, je pense. Et donc il y a eu une première étape où l'Amérique s'est imaginée à l'image des néoconservateurs, dont d'ailleurs nous traitons dans notre dernier numéro d'Omerta, sur la revanche, l'offensive des néoconservateurs. Bien que Trump étant au pouvoir, il y a toujours cette philosophie qui veut que l'Amérique intervienne, que l'Amérique apporte le bien, que l'Amérique combatte le mal. Le mal et le bien prennent la définition qui est dans les intérêts des États-Unis. Hein. Soyons bien clairs là-dessus. Mais en tout cas, il y a toujours cette tentation, cette philosophie d'amener la liberté ailleurs, d'amener la démocratie. Et ça, Trump a dit non à ça. Donc il y a toujours des débats au sein de l'administration américaine, y compris des empoignades pour savoir où diriger le pays et en quoi est-il pertinent pour le monde. C'est surtout ça qui est très important. Et la conséquence, une des conséquences du 11 septembre, ça a été de remettre l'Amérique face à son message à l'humanité. L'Amérique est un pays qui énonce dans l'universel. La France aussi, grâce à nos révolutions. On a des révolutions en France et aux États-Unis qui nous ont permis d'énoncer dans l'universel, c'est-à-dire que nous avons toujours une manière de dire, voilà, nous avons amené la démocratie, la forme moderne, la forme la plus, on va dire, qui chérit la liberté. Et le 11 septembre a amené l'Amérique à réfléchir sur ces notions et à se demander où elle se situait, s'il fallait qu'elle s'occupe d'elle-même ou s'il fallait qu'elle s'occupe des autres. C'est surtout ça qui a été vraiment important, et c'est peut-être là-dessus que les États-Unis ont le plus réfléchi, ou en tout cas se sont plus remis en cause grâce au 11 septembre. Régis, la doctrine de frappe préventive popularisée après le 11 septembre, est-ce qu'il en reste encore des reliquats aujourd'hui? Bien sûr, la frappe préventive, même des adversaires de l'Amérique l'utilisent, des alliés comme des adversaires. Je vais prendre quelque part, comment Vladimir Poutine, décidant d'envahir l'Ukraine. Alors on vous dira, oui, c'est pour défendre les populations du Donbass. Non, c'est pour éviter que
officiellement, l'Ukraine ne déclare la guerre aux populations du Donbass. Donc on envahit. Euh, Vous avez la même chose avec Israël. Israël frappe certains pays parce que des terroristes s'y dissimulent, parce que ces pays attaquent aussi Israël, mais il y a aussi l'idée que on va frapper comme ça, on sera sûr que l'ennemi ou l'ennemi potentiel sera neutralisé. Seulement le problème, c'est que ces frappes préventives parfois tuent énormément de civils, alors que les intentions affichées de l'ennemi ou de l'adversaire ou de celui qu'on désigne comme ennemi ou comme adversaire, eh bien, n'étaient pas fondées a priori. Et là, ça pose un problème en droit international, puisque la frappe préventive, on suppose que celui qu'on va frapper va nous frapper, mais on n'en est pas sûr. Donc, quelque part, on foule au pied une bonne partie des principes du droit international. Régis, quel lien peut-on faire aujourd'hui entre les attentats du 11 septembre et cette tension, cette montée des tensions entre les blocs enfin, Alors, attends, je reprends. Régis, quel lien peut-on faire aujourd'hui entre les attentats du 11 septembre et la montée actuelle des tensions entre les blocs, États-Unis, Chine, Russie, monde arabe? moi, je n'y verrai de lien que dans le fait que le 11 septembre me paraît être l'ouverture d'une parenthèse dans l'histoire du monde qui va être la décennie djihadiste. Je l'appelle la décennie djihadiste, même si il y a plein d'autres choses qui sont à prendre en considération. Mais on va mettre, on va dire, euh, en arrière ou au second plan les restes de la guerre froide. Quelque part, les États-Unis, sur la question de l'islam radical et du djihadisme, vont même coopérer avec la Russie, qui elle-même a connu ces décennies djihadistes dans les années 90, avec les deux guerres de Tchétchénie et les attentats qui ont eu lieu. Donc, quelque part, tout le monde va un peu... et quand il s'agit de façon très intéressante, il faut se souvenir que quand une coalition internationale est montée pour aller frapper les talibans, obtenir la fin du régime taliban, vous avez même l'Iran qui est dans cette coalition. L'Iran propose d'utiliser ses bases militaires, ses bases aériennes, pour aller frapper le gouvernement des talibans. Donc il y a une sorte de consensus, on va dire, sur d'abord le caractère déstabilisateur de l'islam radical et l'action néfaste pour tout un tas de pays. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus à perdre à y aller divisé qu'à y aller ensemble, parce que ces gens-là nous en veulent comme ils en veulent aussi à Saddam Hussein, enfin voilà. Et pardon, pas à Saddam Hussein, mais comme on va dire, si, ils en veulent aussi à Saddam Hussein. En fait, ils en veulent à ceux qu'on désigne comme étant les méchants, comme à ceux qu'on désigne comme étant les gentils. Donc on va un peu faire une sorte d'alliance, mettre sur le côté ou en arrière-plan les différences qu'on peut avoir, quitte après à y revenir. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Mais pendant une dizaine d'années, on va dire, de 2001 à 2011 et même au-delà, en fait, tout ça, ça couvre pratiquement 20 ans, puisque ça couvre la période de Daesh aussi. Donc la grosse période d'Al-Qaïda, les interventions américaines en Irak, en Afghanistan, et ensuite le réveil djihadiste, on va dire, avec Daesh dans les années 2014, 2015, 2016. Donc toute cette époque-là, finalement, va faire une parenthèse qui va être finalement à laquelle va succéder euh, un nouvel ordre mondial avec d'un côté la montée des BRICS, le recul de l'Occident, y compris territorialement et en influence, l'Amérique qui se crispe sur elle-même, mais qui veut encore avoir voix au chapitre, l'Europe qui ne parvient pas à trouver son unité et sa cohérence. Tout ça n'a rien à voir, à mon sens, avec le 11 septembre. Mais le 11 septembre aura constitué une vingtaine d'années pour lequel, finalement, ça va être l'islam radical contre le monde. Euh, et ensuite, après, on revient, et je donne souvent cet exemple, quand j'allais à Washington, moi c'était à l'époque, dans les années 2000,
entre 2005 et 2010, à l'époque où j'étais correspondant pour Paris Match là-bas. Quand j'allais à Washington, je me souviens que on était en pleine période de la guerre en Irak, l'islam radical, le djihadisme, etc. C'était nos ennemis. Et puis tout à coup, je me souviens qu'il y avait toujours, notamment chez les néoconservateurs américains, cette petite musique venant rappeler qu'en fait, le chef des terroristes de tout ça, c'était l'Iran, ce qui paraissait complètement aberrant, mais et que finalement, le vrai ennemi, c'était la Russie, sous-entendu, celui dont on était digne. Que Ben Laden, Zarqawi et ensuite Baghdadi, c'était bien, mais c'était pas suffisant pour faire un ennemi digne de l'Amérique. Il fallait retrouver la bonne vieille guerre avec la Russie. Et je force est de constater que on y est retourné et bon, là, des avions ont traversé la frontière, des drones ont traversé la frontière polonaise. Ça y est, il y a encore un soubresaut et on s'avance vers une guerre froide qui est quand même très chaude d'ailleurs. Et donc on est reparti finalement sur des bases Est-Ouest, sur un monde divisé, dans lequel la donne djihadiste existe, mais elle ne semble plus utile que comme outil ponctuel. C'est-à-dire on manipule les organisations djihadistes dans certains coins du monde de façon à obtenir des choses qui n'ont plus rien à voir avec le fondement de ce que voulaient ces gens au départ. Régis, dernière question. Si on prend un peu de hauteur, après les attentats du 11 septembre, on a vu émerger une méfiance grandissante envers les discours officiels, notamment après l'épisode de Colin Powell et la fiole, vous en souvenez, Tout à fait. censé prouver la présence d'armes de destruction massive en Irak. Est-ce que cet enchaînement d'événements a, selon vous, contribué à fragiliser la confiance entre les citoyens et les institutions occidentales? Euh, cette méfiance, effectivement, vous avez raison de parler de cette fiole, mais cette fiole, il faut la mettre en correspondance avec l'intervention américaine en Irak, qui, je pense, est un moment effectivement fondamental dans la méfiance que l'opinion publique peut avoir pour ses dirigeants, et en particulier aux États-Unis, puisqu'on s'est rendu compte que oui, cette guerre en Irak avait été vendue sur des mensonges, que c'était une guerre illégale, qui n'aurait pas du tout dû avoir lieu, qu'elle a eu lieu pour certains intérêts, je veux dire, mais que fondamentalement, ce n'était pas une guerre de nécessité, c'était une guerre de choix, en fait. C'est le choix de George Bush et d'un certain nombre de gens dans son entourage de déclencher cette guerre et d'envahir l'Irak. Et là, je crois qu'à travers la fiole de Colin Powell, qui était censé représenter donc de l'anthrax ou un poison mortel, une arme bactériologique ou une arme chimique. Powell d'ailleurs m'a dit que j'ai rencontré à 3 reprises, m'avait dit qu'il considérait que c'était le point le plus honteux de sa carrière. Voilà ce qu'il m'avait dit, texto, euh, ce 14 février 2003. Et donc, je pense que là, avec la guerre en Irak, on a eu ce que le diplomate libanais Rassam Salamé qualifie de dérégulation de la force. Et quand il dit dérégulation de la force, ça veut dire qu'il considère que les États-Unis avaient une sorte d'imprimatur morale avant que, même si les États-Unis étaient critiquables, Vietnam, Chili et autres, il restait quand même une posture morale et la force américaine était considérée globalement comme allant, servant le bien, ou le camp du bien, ou le camp de l'Occident, etc. etc. Euh, et qu'à partir de mars 2003 et de cette invasion, eh bien, les États-Unis rejoignent le camp des États voyous, tout simplement, c'est ce que dit Salamé, et rejoignent le camp de leurs adversaires, en fait. Et partant de là, il n'est pas étonnant de voir la Turquie menacer d'envahir la Grèce ou de prendre des possessions dans la Méditerranée parce qu'il y a des gisements d'hydrocarbures, d'intervenir en Libye, l'Iran également, de mener des visées expansionnistes, tout simplement parce que si le plus grand d'entre nous, les États-Unis, se comporte de cette façon, pourquoi est-ce qu'on obéirait à des règles internationales qui nous sont imposées?
Et donc finalement, il y a eu une rupture à ce moment-là. Et au niveau de l'opinion publique également, c'est manifeste, hein, dans la croyance en les institutions. C'est clair qu'il y a eu un avant et un après 11 septembre en lien avec la guerre en Irak, c'est certain. Merci Régis. Merci beaucoup.